Aujourd'hui, nous découvrons une œuvre précieuse, Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Une œuvre écrite au cœur du XXe siècle, mais qui parle directement à nos âmes modernes, à ceux qui cherchent leur voie, à ceux qui doutent, à ceux qui veulent créer. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans la sagesse toujours actuelle de Rainer Maria Rilke. Oui, à travers sa correspondance célèbre avec un jeune poète. Exactement, on va se baser sur les premières lettres, les 7 premières des Lettres à un jeune poète. Un classique. Notre but, c'est un peu de décortiquer sa vision, qui est assez exigeante sur la création. Très exigeante. Centrée sur l'écoute de soi surtout. Voilà, loin du bruit extérieur, du besoin de validation qu'on ressent si fort aujourd'hui. Comment on fait pour cultiver cette boussole intérieure? Rilke y propose un chemin assez radical. Le retour à soi. Au silence intérieur. Alors son premier conseil, il marque d'emblée, non? Ah oui. Il dit au jeune Capus et à nous, par la même occasion, laissez tomber la question « est-ce que c'est bon ce que je fais ?» Ce que les autres en pensent, quoi. C'est ça, il le pousse à entrer en lui-même. La vraie question, la seule qui compte, c'est « est-ce que je suis vraiment contraint d'écrire ?» Il faut chercher si ça prend racine au plus profond du cœur. Mais comment on sait si c'est une vraie nécessité ou juste une ambition, un désir d'être reconnu? C'est toute la question. Pour Rilke, cette nécessité, c'est pas une petite envie passagère. C'est une force, presque une obligation existentielle. Une force qui te pousse à créer, peu importe le résultat? Exactement. Indépendamment du succès, de l'échec. Il dit « Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. Point. Si au fond de toi, la réponse c'est ce fort et simple « je dois ». Alors la recherche d'applaudissements extérieurs, elle devient secondaire. Complètement. C'est la vie qui doit s'organiser autour de ça. Et ça change même notre regard sur notre propre vie, non? Même si elle paraît pauvre. Oui, mais il dit que si on n'y trouve rien, c'est de notre faute. Il faut s'accuser soi-même de ne pas être assez poète pour appeler à soi ses richesses. Ah oui, c'est une responsabilité énorme, tournée vers l'intérieur. Et logiquement, on s'amène à quoi? À une grande méfiance vis-à-vis du jugement extérieur. La critique? Ah oui, il n'est pas tendre avec la critique. Pas du tout. Pour lui, rien n'est pire que les mots de la critique pour vraiment comprendre une œuvre. Ça crée surtout des malentendus. Il déconseille même de lire les critiques littéraires ou les essais esthétiques, c'est ça? Dans la lettre 3, je crois. Oui. Parce qu'il pense que seul l'amour, une approche empathique, peut vraiment saisir une œuvre, être juste envers elle. Il faut faire confiance à son propre sentiment, même si on se trompe au début. C'est ça, le développement intérieur, c'est lent, c'est silencieux, ça vient du profond de votre être. Faut se protéger du bruit, en fait. Et pour se protéger, pour laisser ce développement se faire, il y a un autre thème crucial chez lui, la solitude. Fondamental. Cette descente en vous-même, dans le solitaire de vous-même. Mais la solitude, ça fait souvent peur. Oui, mais chez Rilke, ce n'est pas le vide, c'est une condition nécessaire. Productive même. Une seule chose est nécessaire, la solitude. La grande solitude intérieure. Il faut la chercher activement, ne rencontrer durant des heures personne. C'est un état exigeant, il le dit lui-même. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Mais c'est dans cette difficulté que se trouve le potentiel. De maturation, oui, c'est là que les réponses peuvent émerger et que la voix intérieure se fait entendre. Il dit même qu'on peut avoir une carrière contraignante, comme Capus qui était militaire, et quand même cultiver cette solitude intérieure. Si elle devient un soutien et foyer, oui. Un refuge intérieur. Mais tout ça, ça demande du temps. Une autre vertu qu'on oublie souvent. La patience. Essentielle. Il le répète, patience est tout. J'aime beaucoup son image de l'arbre. Ah oui, elle est magnifique. Être artiste, c'est ne pas compter. C'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. C'est exactement ça. Une confiance dans le processus naturel. Laisser les choses mûrir en soi, dans l'ombre, dans l'obscur, dans l'inexprimable, sans vouloir aller trop vite. Accepter le difficile aussi, nous devons nous tenir au difficile. Ça fait partie du jeu. Que ce soit pour créer ou même pour aimer. L'amour aussi, pour lui, c'est un apprentissage qui demande du temps, de la solitude au début, un temps de clôture. En résumé, Rilke nous lance un appel puissant à l'introspection, non? Tout à fait. Écouter sa nécessité profonde, se méfier du jugement extérieur. Cultiver la solitude comme un espace fertile, et puis, être patient. Laisser les choses grandir. C'est un message qui résonne incroyablement aujourd'hui, je trouve. Tellement. Et pour finir, il y a cette idée un peu provocatrice, peut-être. Oui, quand il suggère que même les moments difficiles, les jours de traverse, pourraient être en fait des temps de gestation intérieure très forts.
Que tout en vous travaille pour lui, pour le principe créateur, pendant ces périodes sombres. Ça pose une question, hein, est-ce que nos moments de plus grande difficulté, d'isolement, ne seraient pas paradoxalement les plus féconds pour notre monde intérieur? Même s'ils sont très inconfortables sur le moment. Voilà. Une piste de réflexion intéressante à méditer. Et ce qui est frappant, c'est à quel point ces thèmes restent actuels, hein. Peut-être même plus aujourd'hui, dans ce monde un peu saturé d'infos, de distractions. Tout à fait. Alors, commençons par la solitude. Rilke, il a cette phrase assez percutante: Nous sommes solitude. Pour lui, c'est pas juste un état passager. C'est notre condition de base, en quelque sorte. C'est ça. Et il dit qu'il faut l'accepter, l'apprivoiser, même si ça fait un peu peur au début. Ben oui, c'est même la clé, selon lui, pour la croissance personnelle, mais aussi pour un amour plus vrai et même pour mieux vivre la tristesse, paradoxalement. Il suggère que c'est de là, de cet espace intérieur, que notre destin puise. Qu'il émerge. Exactement. Il émerge de l'intérieur. La solitude n'est plus un vide, mais devient un lieu fertile, quoi. Et cette idée, elle colore complètement sa vision de l'amour, j'ai l'impression. Il est assez critique, non, sur les relations un peu... Un peu conventionnel, précipité, oui, où on cherche peut-être à fuir cette solitude, justement. Voilà. Là, ça devient franchement intéressant. Il parle de l'amour comme d'un dur apprentissage. Ça demande de la profondeur, de la patience. C'est ça. Il imagine même un amour futur, différent, où ce serait, je cite un peu de mémoire, deux solitudes se protégeant, se complétant. Se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. C'est beau, mais exigeant. Très exigeant. Ça implique que chacun soit d'abord pleinement soi-même, dans sa propre solitude assumée. Il lie ça aussi, potentiellement, à une évolution de la femme vers une humanité véritable, comme il dit. Cette exigence de profondeur, on la retrouve aussi quand il parle du poète ou de l'artiste en général. Il le décrit comme hypersensible. Oui, une sensibilité particulière. Quelqu'un qui capte l'inexplicable, qui trouve de l'inspiration dans des détails infimes. Il cite Kleist, Stifter, et il y a cette parabole, celle du chanteur sur le Nil. Elle est fascinante, je trouve. Racontez un peu. Les rameurs sont là. Ils peinent contre le courant. C'est l'effort brut, la difficulté de la vie, disons. D'accord. Et le chanteur, lui, il est là, et par son chant, il transforme cette lutte immédiate. Il la relie au lointain, il donne du sens à l'effort. Il crée une perspective partagée. Ah oui, je vois. L'art qui transforme la résistance en sens. Exactement. C'est ça, l'art authentique pour Rilke. Bien loin des carrières plus superficielles, qu'il critique un peu au passage, comme le journalisme parfois. Ce qui nous conduit assez naturellement à la question de la difficulté elle-même. Rilke ne nous dit pas de la fuir, au contraire. Non, pas du tout. Il appelle au courage face à ce qui nous semble étrange, inexplicable, effrayant même. Il dit que nos frayeurs, nos abîmes, ce sont les nôtres en fait. Tout à fait. Et il y a cette image incroyable des dragons. Ah oui, Ce qui nous terrifie le plus, ce n'est peut-être que quelque chose sans secours, dit-il, qui attend que nous le secourions. donc la peur, elle cache un appel à notre propre force, à notre aide. C'est une perspective assez renversante. Complètement. Et ça rejoint ce qu'il dit sur la tristesse. Même une tristesse profonde, c'est pas un temps mort. C'est un moment où quelque chose de nouveau, l'avenir entre en nous, une transformation silencieuse. Il faut être patient, alors. Voilà, la patience est essentielle. Laisser faire la vie, écrit-il. Et apprendre à utiliser le doute, pas comme un poison, mais comme un outil critique, pour affiner notre jugement. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, Rilke nous invite à un vrai cheminement intérieur. Ouais. Accepter la solitude comme source. Oui, Aborder l'amour avec profondeur, en respectant l'autre dans sa propre solitude. mhm, Et voir les difficultés, même les plus noires, non pas comme des murs, mais comme des portes. des opportunités de grandir. C'est exactement ça. C'est une invitation à vivre plus authentiquement, en écoutant vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pour laisser matière à réflexion, Oui. Cyril a raison, si nos plus grandes peurs, nos fameux dragons, sont en réalité des appels à notre courage, à notre bienveillance. Comment est-ce qu'on pourrait regarder différemment nos propres zones d'ombre, ou les défis qui nous paraissent aujourd'hui insurmontables ?